Bonjour à tous, à toutes. Merci aux organisateurs d'avoir fait une petite place dans cette journée à voilà, un travail qu'on a tenté de mener, peut-être un peu original, à partir du service de Saint-Maurice, dont je vais parler. Je n'aime pas trop mon titre. Vous allez voir au fur et à mesure, peut-être qu'on va en trouver un meilleur. Sûrement pas le suivant, regardez comme ça fait peur. Il va être question probablement, TDC, vous savez ce que c'est, mais on va parler pas mal de P4C. Et vous allez découvrir ces sigles au fur et à mesure, sachant qu'effectivement le projet un peu novateur qu'on développe depuis quelques années s'appelle EVA à Saint-Maurice. De quoi il est question? Ça part de constats. On est tous impliqués dans ce défi qu'est l'école inclusive, où de plus en plus d'élèves avec des difficultés de plus en plus variées et de plus en plus sévères sont à l'école, avec l'ambition de tous les professionnels de favoriser leur réussite, leur participation au sens moderne et de la classification internationale du fonctionnement. Et face à ça, que peuvent faire les enseignants? Quelle formation ils ont? Quelle place leur accorde-t-on dans cette société? Quelle image aussi, quelle confiance la société et les parents et les professionnels autres leur accordent? Et puis aussi, face à ça, face à ces défis, en tant que soignant, le monde de la santé, on observe plutôt des pénuries et des difficultés d'accès aux soins. Comment ne pas discuter d'un partenariat, vu que ces enfants qui ont des troubles du développement, et le TDC comme d'autres, passent quand même beaucoup de temps en classe et sont entravés dans leurs apprentissages du fait de ces troubles. Et on a parlé de trajectoire ce matin, de développement, et vous verrez que ce projet s'intéresse aussi aux premières étapes de la trajectoire, où on n'est peut-être pas encore dans le diagnostic du trouble. Je fais un petit pas de côté pendant 3 diapos vers les troubles du langage écrit, d'acquisition de la lecture, pour illustrer un peu ces enjeux. Il y a une note d'alerte du Conseil supérieur, Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui est parue en octobre 2022, qui rappelle qu'en 2019, ils ont beaucoup travaillé et diffusé largement dans les écoles un document sur la pédagogie de la lecture, insistant sur des faits qui leur paraissaient incontournables, qui devaient être connus par tous les enseignants de CP, pour mettre en avant, de façon vraiment très forte, les stratégies pédagogiques à dominance phonique. En janvier 2021, ils font part donc d'une étude qui porte sur plus de 16 000 enseignants représentatifs, qui montre que ces manuels et ces méthodes, démontrées comme efficaces, continuent d'être les moins utilisés. Quand on interroge les enseignants, ce n'est pas moi qui le dis, c'est toujours leur note d'alerte. Les enseignants disent qu'ils n'ont pas reçu de formation préalable à leur passage au CP, ils ne connaissent pas forcément ces documents, ils ont utilisé le manuel qui est dans l'école ou dont ils ont eu accès sur Internet. Ça, c'est pour illustrer le fait qu'on a de plus en plus de connaissances, mais comment faire qu'elles soient appliquées, utilisées? Voilà. Du côté des soignants, je rappelle, toujours avec ce petit pas du côté de la lecture, une étude qu'avait menée Catherine Billard à Paris, qui montrait que sur plus de 1000 élèves en CE1 à Paris, qui étaient issus d'arrondissements extrêmement différents en termes d'environnement social, les fréquences de troubles de la lecture étaient très, très différents, passant de 5% dans les arrondissements UP de la capitale à 25% dans 18e, 19e, 20e arrondissement. Et seulement 30% des faibles lecteurs accédaient à l'orthophonie, alors qu'il y avait quand même 18% de bons lecteurs qui avaient de l'orthophonie. Donc une espèce d'accès et de répartition des ressources en orthophonie, qui sont rares, on le sait, qui ne sont pas du tout en cohérence avec les besoins des élèves, des enfants.
quand Catherine Billard a mené cette étude, c'était aussi pour ensuite démarrer un programme qui s'appuyait sur la réponse à l'intervention dans le cadre de sa structure Paris Santé Réussite et qui s'inspirait de méthodes qui avaient prouvé leur efficacité, qui ont été publiées. Là, je cite un programme français et un programme américain qui montrent une diminution significative des taux de troubles des apprentissages quand on utilise ce concept qui est d'intervenir avant qu'il y ait un diagnostic. Hein, c'est rejeter le diagnostic par l'échec pour proposer des interventions pédagogiques précoces aux enfants qui ne répondent pas d'emblée aussi bien que ce qui est attendu à la proposition pédagogique collective, mais que cette première réponse, elle soit pédagogique et qu'elle soit évaluée et qu'ensuite, il y ait une adaptation au fur et à mesure de action pédagogique, réponse de l'élève, avec en fonction des réajustements des dispositifs. Ça peut se représenter de cette façon-là. Là, c'est une diapositive anglo-saxonne, avec en bas des interventions universelles, et en référence avec la diapo précédente, autant utiliser une méthode qui va convenir aux plus vulnérables, puisque ceux qui sont le mieux équipés, de toute façon, ça va bien marcher, quelle que soit la méthode. Et puis, en fonction de la réponse, si certains élèves, finalement, ne progressent pas autant qu'attendu, on est dans le deuxième étage de la pyramide, on propose des actions pédagogiques plus ciblées sur des besoins identifiés, communs à un petit groupe d'élèves. Et c'est seulement ceux qui ne répondent pas à cette intervention pédagogique, de petits groupes, qu'on propose une intervention plus ciblée, qui fait penser à ce que propose Noura Z. Cette façon d'intervenir d'abord pédagogiquement, elle a été validée par la Haute Autorité de Santé dans le cadre du guide formalisé qui a été publié en décembre 2007 sur le parcours de soins des enfants qui ont des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, qui s'étendait aussi aux troubles de la coordination, au TDAH, etc. Et qui souligne, vous voyez le petit 3, quand l'enseignant s'inquiète, observe quelque chose qui fait suspecter peut-être l'évolution vers un trouble, on parle de trajectoire, eh bien, il faut mettre en place une pédagogie différenciée en petits groupes à besoins similaires. Donc notre projet s'est beaucoup inspiré de ces éléments, de Paris Santé Réussite et de ce que préconisait l'HAS, pour s'orienter en priorité vers des élèves en environnement défavorisé où on sait qu'ils vont être plus susceptibles d'avoir des troubles plus nombreux et moins avoir accès aux soins. Avec l'idée d'accompagner, d'œuvrer, de faire en sorte qu'il y ait une pédagogie différenciée qui se mette en œuvre avant de faire appel au système de soins, au système diagnostique, à des rééducations individuelles, et aussi avec l'idée de renforcer les liens entre le niveau 1 de proximité, la médecine scolaire, les gens de proximité, et le niveau 2 que nous sommes à Saint-Maurice. Et on pensait que notre culture multidisciplinaire et aussi notre souci en tant que service de soins de suite et de réadaptation, de ne pas s'arrêter au diagnostic de bilan, à la synthèse pluridisciplinaire, mais d'aller vraiment faire en sorte que ça s'applique à l'école, que ça s'applique au domicile. C'était, il nous semblait, un atout pour essayer de décliner un peu le projet de Paris Santé Réussite sur notre territoire, le Val-de-Marne. Et il se trouvait qu'on avait aussi des habitudes de travail amicales et professionnelles avec les médecins du 94, de l'Éducation nationale. Mais ce qu'on a voulu ajouter, c'est cet esprit du P4C dont je vais vous parler. Qu'est-ce que c'est le P4C? C'est le Partnering for Change, partenariat pour le changement. C'est quelque chose qui a été inventé au Canada. Et si, pour l'instant, on regarde juste ce qui est sur ce schéma, il s'agit de développer, d'améliorer les compétences, les capacités, en l'occurrence des enseignants, des élèves, mais aussi des soignants, des parents, à travers une collaboration
en développant des relations, des transferts de connaissances, en particulier entre les enseignants et les soignants. Et cette notion de coaching en contexte, ça veut dire que c'est dans la classe, dans l'école que ça se passe. Et là aussi, avec toujours cette pyramide du design universel pour l'apprentissage qui va répondre aux besoins de tous, mais certains vont avoir plus de mal à y répondre, et qui ensuite vont vers les instructions différenciées, puis des aménagements un peu plus spécifiques. Le Partnering for Change, c'est le passage, alors ça c'est quand même un peu révolutionnaire, hein. C'est le passage d'un modèle de prestation de service direct, l'ergothérapeute qui prend en séance un enfant dyspraxique et qui va dire à l'enseignant, bah là, il faudrait que tu utilises ça, là, il faut que tu lui donnes des photocopies, là, voilà. Mais c'est une prise en charge individuelle. Là, c'est une approche de l'ensemble de la classe. Avec, on en a parlé, cette conception universelle de l'apprentissage où on choisit d'emblée des méthodes pédagogiques qui vont marcher avec tout le monde et en particulier avec ceux qui sont peut-être un peu plus en difficulté, et de voir comment ils y répondent et de faire ce modèle en 3 étapes qu'on a déjà vu. Ce Partnering for Change, c'est inventer un partenariat assez innovant pour augmenter le niveau de connaissance, de compétences des enseignants, mais aussi augmenter le niveau de compréhension de ce que c'est l'école, de l'environnement scolaire, du contexte scolaire par les soignants, par les ergothérapeutes. Et c'est dans l'objectif d'améliorer la participation, l'efficacité, l'engagement de tous les élèves, y compris ceux qui sont dans une trajectoire mal partie ou déjà en situation de handicap. Et donc ça a été inventé pour les enfants TDC au Canada. Donc en particulier en Ontario et au Québec ensuite. La particularité du Canada, c'est qu'ils ont un système où les ergothérapeutes font partie de l'éducation nationale. Ils ne sont pas en classe, ils font des prises en charge individuelles, un peu comme nous, mais ce n'est pas des libéraux, ce n'est pas des CESAD, ils font partie de l'éducation nationale. Là, la nouveauté, le partnering pour le changement, c'était vraiment d'aller au-delà dans une approche beaucoup plus collective, avec une collaboration, c'est là-dessus que le partenariat met l'accent, de haute intensité, avec une complémentarité. Nous, on a essayé de faire ça à Saint-Maurice, en commençant en 2019, une idée folle, un peu qui a germé dans ma tête et de celle de quelques collègues de Saint-Maurice, et de 3 médecins de l'éducation nationale, qui étaient un peu des piliers, et qui ont diffusé. C'est pas difficile de diffuser à tous les médecins du 94 scolaire, puisqu'il y en a très peu. C'est une hémorragie. Je crois qu'on est un des départements les plus peuplés, peut-être après la Seine-et-Marne, mais bon. Et je crois que là, en ce moment, il y en a 9, dont 7 en activité, parce qu'il y en a 2 en arrêt de travail. Donc c'est... Mais avant le Covid, en 2019, il y en avait encore une petite quinzaine, douzaine, sur 30 postes théoriques à pourvoir. Les axes c'est pour ça que je vais déborder, parce que là, j'ai fait un peu de... les axes de travail qu'on s'était donnés, il y en avait 3. Je vais plutôt insister sur le 3e, mais il y avait quand même travailler avec les médecins de l'éducation nationale dans des réunions plusieurs fois par an pour augmenter le niveau de compétences. Dans le Val-de-Marne, les médecins avaient été formés par Catherine Billard, à Bicêtre, etc. Mais les gens changent et le niveau de formation était très hétérogène, donc il y avait cette idée-là. Il y avait aussi partager des situations d'élèves réelles en essayant de fluidifier leur parcours, leur orientation et scolaire et de soins. Et puis il y avait ce projet un peu comme le P4C, un peu expérimental, d'essayer de mettre en place ces réponses graduées pédagogiques dans des écoles défavorisées, enfin en milieu défavorisé. On a d'abord travaillé à moyens constants, plus ou moins encouragé par notre hôpital, en tout cas toléré. Et puis on a réussi à obtenir un appel à projet l'année dernière, enfin il y a 2 ans sur l'année dernière, où on a pu financer un mi-temps, non pas d'ergothérapeute, mais on reviendra là-dessus pour les questions peut-être, de psychomotricité, qui a pu soutenir les venues dans les écoles, la coordination, etc.
Et ça a été renouvelé cette année avec un tout petit temps médical supplémentaire. Et on attend le résultat pour l'année prochaine. Et on a une convention avec la direction de l'Éducation nationale du Val-de-Marne. Donc voilà, on est intervenu surtout dans 3 zones, parfois plusieurs écoles, parfois une. Globalement, là, par exemple, cette année, notre dispositif prend en compte 200 élèves par an. On a l'ambition de passer à 1000 si on répond à notre demande ARS, on verra. C'est quoi les principes ? Bien sûr, c'est ne pas arriver comme ça, mais de s'appuyer sur le réseau, déjà les connaissances des services de santé scolaire. Un des principes, c'est passer du temps dans les écoles, pas autant qu'on voudrait, mais toutes les études que j'avais lues des Canadiens, c'est que la réussite passait par du temps partagé. Ce qu'on a voulu, c'est respecter les organisations locales. Les groupes d'entraînement se passent beaucoup à travers les APC, et du coup, ils n'organisent pas les APC tous de la même façon. Sortir de notre posture de prescripteur. On n'est pas là en arrivant en disant « il faut faire ça, il faut faire ça ». On est partenaire, on a des compétences que l'autre n'a pas, et vice-versa. Et donc, on a aussi à apprendre de cet enseignant, de cette organisation, de cette dynamique de cette école-là, qui n'est pas la même que la voisine. Et vraiment, le socle, c'est de partager des approches, des regards différents pour mettre en place ces fameuses réponses graduées, pédagogiques, puis thérapeutiques si nécessaire. Comment ça se passe ? Eh bien, voilà un peu le calendrier. Le nombre de réunions où on se déplace à l'école en équipe, parfois très réduite, que la psychomotricienne qui a un temps dévolu, ou parfois une équipe plus multidisciplinaire avec l'ortho qui s'échappe, le médecin, parfois la psychologue, parfois l'ergo. Et donc, c'est un nombre un peu approximatif, parfois c'est moins, parfois c'est autant que ça. Et on peut y passer 1 heure entre midi et 2, ou alors une demi-journée ou une journée, avec des temps forts qui sont les évaluations nationales de CP et de CE1 sur lesquelles on s'appuie pour évaluer. Et on a une réunion assez importante à la suite des résultats, où on croise les résultats des évaluations et les regards des enseignants, les analyses sur tous les aspects des acquisitions de l'enfant et du comportement de l'enfant. Et on en extrait des élèves qui sont dans une trajectoire qui ne paraît pas tellement bonne pour leur développement et qui auraient besoin de pédagogie en petits groupes à besoins similaires. C'est ces petits groupes qui ont lieu en général entre les vacances de Toussaint et les vacances de Noël, et parfois renouvelés entre les vacances de février et d'avril. Les groupes d'entraînement, en fait, en tout cas les enfants qui sont à besoin, puisqu'ils sont en dessous des réponses qu'on attend à leur niveau à ce moment de l'année, ça correspond dans ces zones REP, REP+, à presque 40% des élèves. Souvent, il y a beaucoup de plaintes de langage oral des familles qui ne sont pas francophones, de langage oral et de rentrer dans le langage écrit qui sont au premier plan, auxquels on est amené à répondre. Mais j'ai mis en gras des choses qui rejoignent plus la thématique d'aujourd'hui, les compétences visuelles, le repérage visuospatial, la motricité, l'organisation corporelle, l'attention. Voilà un peu les mots-clés qui sont vraiment issus des réunions qu'on a eues dans les écoles. Les groupes d'entraînement, nous qui lisons la neuropsychologie, les travaux, les publications, on apporte un peu le contenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche en termes de design d'organisation ? Et donc on sait qu'il faut que le groupe soit pas plus de 4 à 6 élèves, homogène en termes de profil des choses à travailler, avec une régularité plutôt 4, mais en tout cas 3 à 4 fois par semaine, sur 4 à 6 semaines consécutives, avec une stabilité dans le démarrage, la fin, éventuellement des rituels, avec quelque chose d'explicite expliqué aux enfants et aux parents sur pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, on va reprendre, ça va aider à faire ça, et que ça soit valorisant, valorisé. Et ce qu'on réussit sûrement le moins, mais c'est, je crois, le cas de beaucoup de nos pratiques où on essaye de faire mieux dans ce domaine, c'est l'implication familiale.
Les thématiques abordées, ça revient un peu à ce que j'ai dit. Beaucoup la phonologie, vous voyez les croix en gras, mais il y avait aussi beaucoup structurer le corps et l'espace. Et donc dans les groupes, le contenu, c'est les enseignants qui mènent ces groupes, qui se répartissent les enfants puisqu'ils sont issus de plusieurs classes. Et c'est à eux de trouver le contenu pédagogique, mais parfois en discutant avec nous, en étant aidés par le RAZ, on va chercher à droite à gauche. Et autant il y a plein de choses qui sont déjà décrites pour la phono, autant pour structurer le corps et l'espace, on va chercher un peu des choses qui se sont faites en maternelle, par exemple. Globalement, un petit extrait de qu'est-ce que ça a donné sur les études qu'on a pu faire, sachant que quand même les années précédentes ont été impactées par le Covid. On avait quand même un nombre d'enfants qui rejoignent le flux général de la classe autour d'un quart. Là aussi, c'est juste pour vous montrer qu'on a pu trouver des résultats significatifs d'amélioration en termes d'augmentation significative du nombre d'élèves qui redevenaient satisfaisants en ce qui concerne la compréhension orale, les prérequis au langage écrit et aussi la lecture de texte en CE1. Même si on n'a pas assez de données pour faire la part des choses entre l'évolution naturelle de la prise en charge pédagogique et l'impact de notre dispositif. Ce qui est assez intéressant à ce stade de notre expérience, c'est le ressenti qualitatif, les résultats qualitatifs de ce dispositif. On a fait des questionnaires anonymes pour les enseignants qui avaient participé l'année dernière. Tous observent que ça bénéficie au progrès, enfin ça participe au progrès des élèves, que les élèves arrivent mieux à exprimer leurs besoins, qu'ils ont eu du plaisir et de la fierté à participer à ces groupes. Les enseignants se sentent plus compétents en termes de connaissances et d'outils, arrivent mieux à savoir ce qui relève de leur pratique, se sentent plus légitimes pour prendre en charge des enfants, même en grande difficulté, sans forcément qu'il y ait des soins à côté, et font mieux la différence entre ce qui relève de leur pratique et ce qui relève des soins et des rééducateurs. Et ils se sentent, et c'est vraiment eux qui disent qu'ils arrivent spontanément, même si ce n'était pas un objectif ciblé, à réinvestir ce qu'ils ont découvert, manipulé, expérimenté dans la classe entière. De notre côté, nous, on a quand même pris une petite claque dans la figure que l'école réelle, c'est pas palpable depuis notre réunion de synthèse dans un bureau de l'hôpital, et que c'est quand même une démarche indispensable de sortir de notre zone de confort et d'aller se frotter un peu à la réalité de ce que c'est une classe, une école, un couloir, une cour de récré. Un gros travail, ça a été de se parler et se comprendre avec des termes différents. J'entendais la neuropsychologue ce matin qui parlait d'encodage. Moi, j'ai découvert que les enseignants, quand ils parlent d'encodage, ça veut dire la dictée. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et aussi, notre grosse découverte, c'est le fait qu'on a le sentiment d'être utile à une classe entière ou à des élèves qui sont en classe et on voit bien qu'ils ont des troubles, alors qu'on ne les a pas examinés individuellement ni pris en charge individuellement. Qu'est-ce qui se dit ailleurs ? La majorité des pratiques ergothérapiques dans le monde, c'est des prises en charge individuelles, avec un impact faible sur l'école entière, alors que les études disent que c'est les interventions qui ciblent l'ensemble de l'école qui sont les plus prometteuses pour apporter des changements persistants dans le temps. Il y a une étude qui vient d'être publiée qui se dit la première étude européenne sur la mise en place du P4C dans un contexte européen, donc aux Pays-Bas et en Suède, avec des ergothérapeutes. Donc, dans un des deux pays, c'était un peu comme au Canada, ils font partie des services scolaires, même s'ils intervenaient individuellement sans faire du P4C. Et dans l'autre pays, c'est des ergots libéraux. Et ils ont eu une formation par le groupe canadien du P4C, en ligne, et puis ils ont eu aussi des réunions de suivi avec parfois des experts canadiens qui étaient en contact avec eux. Et il y a eu 9 classes. Et comment ça se passait ? Il y a un ergothérapeute qui a passé 4 heures par semaine pendant ces 12 à 16 semaines de cette façon.
ils ont fait une étude à partir d'entretiens semi-structurés avec les enseignants et les ergots. Ils montrent, alors c'est ça mon nouveau titre, Voyage singulier collaboratif vers un partenariat en confiance. C'est quand même beau. Et je vais aller un peu vite, mais effectivement, ils décrivent de part et d'autre une première phase de grande insécurité, saut dans l'inconnu, stress pour les enseignants qui se sentent observés et les ergots qui se disent « mais qu'est-ce que je fais là? Je ne vais servir à rien, je ne suis pas légitime, je suis intrusif ». Puis ça évolue vers une relation mutuelle de confiance qui passe beaucoup par du temps partagé, formel en réunion et informel. Ils parlent de couloirs, ils parlent de salles de café. Et l'importance de... Le contexte, c'est ça. Coaching en contexte, c'est comprendre comment cette école fonctionne. Et on ne va pas avoir notre liste de préconisations pour un enfant dyspraxique qu'on va donner à la prof. On va voir l'enfant dans son contexte, avec cette prof, avec les autres enfants, avec la configuration. Et on va proposer des choses ensemble. On va partager la responsabilité de ce qu'on met en place. Et on va observer tout de suite ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on va corriger. C'est ça la co-construction et la mise en œuvre de stratégies inclusives spécifiques à la classe. Ce qu'il faut pour que ça marche, c'est du temps, des cafés et des croissants. Que chacun approfondisse sa propre expertise et la partage. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas qui s'appelle la cognition, je l'ai mis au-dessus je crois, la cognition distribuée. La cognition distribuée, c'est chacun apporte quelque chose que l'autre n'a pas, mais tout est mis en commun. Et on est dans une approche plus préventive, bénéfique à tous plutôt qu'à quelques-uns, et qui répond peut-être à un problème de santé publique, où on manque de soignants, où les professeurs sont livrés à cette école inclusive avec grande difficulté. Et nous, on a très envie de continuer sur cette piste. Je pense que c'est l'avenir, j'y crois beaucoup. Et j'espère que j'aurai semé une petite graine chez certains d'entre vous. Ça, c'était un petit peu de la philosophie, on y reviendra dans les discussions si vous voulez. Donc, je remercie tous ceux qui sont très engagés dans ce projet à Saint-Maurice et dans les écoles. C'est pas facile, il faut parfois mettre les pieds au mur et mettre les... mais c'est passionnant et je pense que c'est une voie qu'il faut vraiment explorer davantage. Je vous remercie de votre attention.